savez, sur ces rencontres-là, on a aussi des intervalles liés à des séquences vidéo, des personnes que l'on est allé interviewer par ailleurs pour apporter des regards et qui éclairent un peu ces problématiques-là. Et ces premiers grands témoins, on est allé les rencontrer du côté de la voix des personnes concernées elles-mêmes. Comment est-ce qu'ils se voient dans la transformation? Quelle place ils auront? Comment est-ce qu'ils perçoivent ces changements à l'endroit de la réalité de leurs besoins? On est allé poser cette question à deux représentants dans le champ des personnes âgées. C'est Martine Gruer, elle est vice-présidente de l'association Hold Up. Hold Up, c'est une association qui se bat à la fois pour la défense d'une représentation du grand âge dynamique, ouverte et inspirante, et qui le porte auprès des personnes, mais aussi auprès des politiques publiques. Et Jérémy Beauroy, qui est président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, membre du CESE aussi, et le CNCPH a porté un regard assez précis justement sur ces transformations et un avis notamment sur le rapport qui avait été porté par l'IGAS sur la transformation dans le champ du handicap. On les écoute tout de suite. Merci beaucoup, merci d'être avec nous pour éclairer cette journée et apporter à cette journée sur la transformation de l'offre le regard de celles et ceux qui la vivent au quotidien dans le champ de l'âge, dans le champ du handicap. Savoir dans quelle mesure cette transformation répond aux attentes de ceux et celles qui vivent l'offre au quotidien, comment elle se fait avec elles et eux, mais aussi par elles et eux, et c'est vraiment l'enjeu, on va en parler avec vous. Jérémy Beauroy, Martine Gruer, merci vraiment de nous apporter ces regards. Je voudrais commencer avec vous, Martine, et cette association Hold Up vraiment incroyable, puisqu'elle porte et elle veut porter une image dynamisée, repenser un peu de la vieillesse et des vieux, comme on dit. Vous les appelez, vous d'ailleurs, des apprentis centenaires qui ont plein de vie devant eux, plein de projets à porter et à penser. Quelle est pour vous l'image, la manière de se sentir vieux aujourd'hui, de se penser quand on est apprenti centenaire, justement? C'est pas facile d'être vieux, c'est pas facile d'être retraité, parce que la première question qui se pose, qu'on pose en France, c'est « et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Et dès lors qu'à la retraite, on ne fait plus. On ne fait rien, donc on perd son identité. Alors il y en a qui la retrouvent assez facilement, soit en étant des grands-parents triomphants, ça marche bien, soit en étant président d'une association, sénateur, enfin des gens importants. Mais ces gens-là qui sont vieux, finalement, souvent quand ils prennent la parole, ils oublient qu'ils sont vieux. Et donc ce que Hold Up, ce que j'essaye de dire de Hold Up, c'est que nous, on tient à témoigner que nous vieillissons, que nous changeons. C'est un peu comme l'adolescence, la vieillesse. Sauf qu'au lieu d'être en quelques années, c'est sur 40 ans à peu près, on change tout le temps et on accompagne ces changements, et c'est très peu entendu, c'est très peu pris en compte, ce n'est pas simple. Hein. Et ce qu'on voudrait d'abord, c'est que ce témoignage-là, puisque maintenant c'est un marché, le bien vieillir, tout le monde en parle, qu'on soit toujours là pour dire aussi comment nous on conçoit, ce que là on retrouve exactement, on conçoit ce bien vieillir. Et c'est ça qui passe pas, quoi. Et justement, comment se bien vieillir, comment cette volonté de vivre toutes ces vies qui arrivent s'accorde avec ce qu'est l'offre. Et l'offre, déjà, au niveau de l'habitat, il y a différents types d'habitats qui sont proposés aux personnes âgées. Vous avez fait une étude en 2022 sur la manière dont cet habitat a été vécu. Qu'est-ce que ça dit des attentes et qu'est-ce que ça dit des difficultés aussi à vivre cette offre ? En tout cas, ça dit d'abord, le seul endroit où je suis en confiance, c'est chez moi. Je n'ai pas envie d'en partir, parce que justement, le reste... alors, il y a du reste qu'on connaît, enfin, qu'on croit connaître, qui sont les EHPAD, les résidences, enfin, il y a un certain nombre d'offres qui existent depuis longtemps. C'est vrai que ce que j'entends, c'est que les résidences, quand on peut être chez soi ensemble, c'est mieux vécu que quand on n'est que ensemble. Même si maintenant, chacun a une chambre individuelle dans les EHPAD. Vous voyez, on a quand même un petit chez-soi, mais qui est très restreint. Et puis, alors, ce qu'il y a cette évolution aussi en fonction de l'âge des retraités, les plus récents sont vraiment plus du côté des nouvelles offres. Ça s'entend vraiment. C'est-à-dire franchir un cap et recréer presque une famille. Il y a cet espoir ou des grandes amitiés quand on en manque, ce qui est intéressant.
voilà, donc ce que nous travaillons en ce moment, c'est le fait que quand les gens disent « je veux rester chez moi », on a l'impression qu'ils oublient que si on reste chez soi en vieillissant, forcément ce chez soi va changer. C'est-à-dire qu'on va avoir des intervenants extérieurs pour les repas, pour nous soigner, des gens on n'aura plus la maîtrise du temps, on n'aura plus la maîtrise de l'espace. Et juste, je voulais vous dire une chose qui nous a beaucoup frappé, c'est la question de l'anticipation. Parce que tous les politiques espèrent que nous inciter, nous les vieux, à anticiper notre vieillesse pour faire les bons choix. Et il s'avère que, donc, c'était clair dans notre enquête, les plus jeunes disent c'est trop tôt, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je peux aussi bien être mort dans 3 ans que dans 40 ans. Les plus vieux disent c'est trop tard. Et au milieu, je dois dire que j'en suis, on dit oui, j'y pense, mais j'oublie. C'est pas facile de penser à ce grand âge qui va nous tomber sur la tête et dont on a des représentations souvent plutôt pas joyeuses du tout. Et Jérémy, comment est-ce que vous réagissez à ce que dit Martine, à ce qu'elle exprime comme ressenti, comme besoin, comme envie portée par les personnes concernées, et la manière dont cette idée de transformation de l'offre répond ou pas finalement à ces besoins, ces attentes? Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qui est vécu par de nombreuses personnes âgées et puis ce que certaines personnes handicapées vivent encore malgré elles, ce qui suppose que cette transformation de l'offre, même si ce terme d'offre m'a toujours fait un peu sourire, que cette transformation elle prenne d'abord compte des réalités des personnes, de leurs besoins, de leurs envies, et qu'on arrive un peu plus souvent à te poser la question du traitement différencié qu'on impose finalement aux personnes handicapées qui se retrouvent dans des situations qu'on n'imaginerait pas pour les personnes qui ne sont pas handicapées. Et vous le dites justement dans la CNCPH, il y a plusieurs conditions essentielles pour porter cette transformation de l'offre. Vous les portez, vous les listez, vous dites notamment il faut que cette transformation de l'offre ne soit pas un rendez-vous manqué de la participation des personnes. Il faut arrêter de faire ces politiques publiques sans nous, toutes pour nous, avec nous. Sur cette idée de transformation de l'offre, comment est-ce que les personnes concernées pourraient être plus présentes? À quel niveau? À quel endroit pour vous? Les personnes handicapées concernées par l'évolution du développement des solutions médico-sociales, elles doivent être partout, à toutes les étapes, y compris avec la possibilité de les développer elles-mêmes en fonction de leurs aspirations, de leurs souhaits, de leurs intuitions et de leurs envies d'être vraiment dans les environnements les plus banaux, les environnements de droit commun. Et donc, il n'y a pas, à mon avis, d'autre possibilité que de leur donner le crayon, de leur donner les outils, de leur donner les clés pour qu'elles développent des solutions et que les ressources dont nous disposons, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient financières, soient d'abord mises à la disposition de ces envies-là et de ces projets-là. Et je suis sûr qu'on avancerait beaucoup plus vite dans ce sens-là, plutôt que de devoir faire en sorte que les personnes, en fait, face avec une offre. Vous dites que cette transformation de l'offre, il faut qu'elle se fasse vraiment avec de l'expérimentation sur le terrain, et puis il faut aussi l'évaluer. Et vous dites, cette évaluation, il faut qu'on soit dedans, à travers de la recherche participative, à travers des observatoires, à travers différents moyens, où on soit vraiment là pour suivre et dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Comment ça peut se faire, ça ? Plusieurs manières pour nous de faire en sorte que l'évaluation des dispositifs soit efficace. La première, c'est en fait l'étape de validation, de certification, de labellisation, peu importe, des solutions qui sont développées, des dispositifs médico-sociaux qui sont développés, doivent se faire avec les personnes. C'est indispensable. Et donc, les personnes doivent être associées à toutes ces organisations pour que leur regard, leur ressenti, que ce soit des personnes qui vivent à l'intérieur de l'établissement, qui vivent au quotidien, ou des personnes qui ont un partage
l'expérience du handicap puisse être vraiment partie prenante de cette évaluation. C'est absolument essentiel. Et donc, pas uniquement une évaluation tous les 2 ans pour faire un rapport qu'on adopte dans telle ou telle instance, mais bien dans vraiment une logique de certification et donc de possibilité à un moment de dire « ce n'est pas possible, ça ne marche pas ». Il faut que nous puissions revoir l'organisation. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est la recherche participative, qui est vraiment l'outil qui aujourd'hui, pas l'outil, c'est plus qu'un outil, hein, mais qui n'est pas encore aujourd'hui à la hauteur des enjeux pour que les personnes soient vraiment partie prenante de tous les programmes de recherche qui les concernent de près ou de loin. Il y a un aspect essentiel que la CNCPH met en avant, c'est le fait de dire que cette transformation de l'offre ne se fera pas sans une évolution significative du milieu ordinaire. En quoi une transformation de l'offre telle qu'elle pourrait avoir lieu aujourd'hui permettrait de vraiment agir sur le milieu ordinaire? Comment agir sur ce milieu ordinaire pour qu'il se transforme lui aussi? De manière de faire en sorte que le milieu ordinaire soit la voie ordinaire, privilégiée en quelque sorte de tout le monde, c'est d'abord en faisant en sorte que l'accessibilité soit la règle du jeu, qu'elle soit incontournable, qu'elle soit assurée, qu'elle soit garantie. Donc c'est l'accessibilité des lieux, des services où on se rend tous les jours pour notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie administrative, bref, tout ce qui fait notre quotidien. Donc ça, c'est la priorité des priorités, c'est la mère des batailles, c'est ce que la loi prévoit, c'est là où il y a encore quand même beaucoup à faire pour que nous appliquions nos propres lois en France en matière d'accessibilité. Mais ça suppose aussi que les acteurs qui aujourd'hui travaillent dans cet environnement médico-social se mettent dès aujourd'hui et progressivement au service du milieu ordinaire. Et que leurs compétences, les ressources qui sont les leurs, viennent d'abord au service des acteurs de droit commun, pour que ce droit commun-là soit le plus accessible et le plus adapté possible à toute la diversité des publics, et que nous ne soyons pas dans une logique qui voudrait qu'il y ait le droit commun d'un côté et puis l'environnement médico-social parallèle à côté. Donc c'est absolument indispensable, si on veut, pouvoir faire en sorte que ce qu'aujourd'hui on qualifie de ségrégationniste puisse être aboli très vite. D'un mot, Martine, est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur l'habitat pour les personnes âgées, mais le regard porté sur ces personnes âgées, ce milieu ordinaire et cette ouverture au milieu ordinaire, dans quelle mesure elle est aussi essentielle à la transformation de l'offre dans le grand âge? Enfin, bien sûr, on pense à l'agisme assez souvent, c'est tout à fait du même ordre. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'on est tous porteurs de... Je veux dire, nous-mêmes, on a été éduqués dans l'agisme. Et que donc, on se met assez souvent, nous, les personnes âgées, en position d'être... on se met de côté. Moi, d'ailleurs, c'est vrai, j'apprends en ce moment à marcher le long du trottoir, puisque je marche moins bien sur le bord. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas facile, je pense, pour tous. C'est quand on a déjà nous-mêmes intégré le fait que je suis vieux, donc on ne veut plus de moi, il faut retravailler ça aussi. C'est-à-dire, ben non, je suis une personne complète, entière, et jusqu'à la fin, je mérite d'être entendue et accueillie. Moi, il y a vraiment une question d'une espèce de blocage, de représentation de soi pour soi et de soi par les autres, qui n'est pas facile à faire évoluer. Un dernier mot à chacun, si en une phrase, vous deviez résumer ce que vous pouvez attendre d'une transformation de l'offre dans le secteur. Ça serait quoi cette phrase? Ça serait quoi ce slogan, cette pensée en tous les cas que vous auriez à faire entendre à ceux qui nous écoutent et qui peuvent opérer cette transformation à leurs échelles? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire qu'il n'est pas oublié? Il y a eu Le bébé est une personne en 84. Deux émissions de télé qui ont changé le monde. Véritablement, quand j'en parle avec les professionnels, peut-être plus maintenant, mais oui, 84. Et moi je dis le vieux est une personne, et le vieux incluant bien entendu nos handicaps et nos besoins. Le vieux est une personne, et on l'est jusqu'à la mort. Après, je me prononce pas, mais
Donc, entendons ça, et de même que les professionnels sont des personnes, les directeurs, mais arrêtons de discriminer comme ça, puisque moi je sais, toi tu te tais. C'est insupportable. Jérémy? Il faut que nous partagions l'objectif que le besoin d'une offre médico-sociale soit réduit à son plus strict minimum, et que la priorité, c'est bien d'abord l'autonomie dans le droit commun et l'accessibilité du milieu ordinaire. Merci à vous, et on reprend le fil de nos échanges. Merci.